Ils sont jeunes, ils ont des origines maghrébines, ils sont élus dans des banlieues et ils en ont assez des discriminations. Ils revendiquent l'égalité des chances. À moins de 9 mois maintenant de la présidentielle en France, de jeunes élus réclament des statistiques ethniques sur le modèle américain que l'on appelle l'affirmative action. Il s'agit en fait de répertorier les gens en fonction de leur race, de leur religion. Un débat qui divise aujourd'hui la classe politique française et le monde associatif. Le modèle américain est-il possible en France ? Quels sont les bénéfices et les dangers de ces statistiques ethniques? Ne risque-t-on pas de tomber dans le communautarisme? Est-ce finalement la seule façon d'évaluer et de corriger les inégalités? Je vous présente tout de suite nos invités. Alexandra Palt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte et consultante en gestion de la diversité. Vous êtes directrice de Fabric of Society. Vous êtes cofondatrice de Equity Lab, qui est un think tank de l'action positive. Et vous avez travaillé à la HALD entre 2006 et 2008. Kamel Alza, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Association nationale des élus locaux. Le président, pardonnez-moi, de l'Association nationale des élus locaux de la diversité. Vous êtes également élu UMP de la Courneuve et vous faites partie de ces jeunes donc, qui sont allés aux États-Unis et qui militent pour ces statistiques ethniques. Vous nous parlerez de votre voyage. Benoît Normand, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du Haut Conseil de l'intégration et vous, à la différence de Kamel Hamza, vous êtes contre les statistiques ethniques. Vous nous expliquerez pourquoi. Et puis dans la deuxième partie de ce débat, nous serons en ligne avec Daniel Sabag, qui est le spécialiste de l'affirmative action aux séries. Alors avant de commencer ce débat, une équipe de France 2 a suivi donc ces jeunes élus français, dont fait partie Kamel Hamza, partis aux États-Unis où l'on pratique l'affirmative action, la discrimination positive. De retour en France, ces jeunes appellent aujourd'hui à un débat national sur les statistiques ethniques, un outil pour se réconcilier, disent-ils, avec la diversité. Reportage. Photos de vacances, pas comme les autres. 10 élus de la diversité lors d'un séjour d'une semaine aux États-Unis. Ils en sont revenus avec une idée forte, relancer le débat sur les statistiques ethniques en France. Parmi eux, cet élu d'Europe Écologie d'une commune de banlieue parisienne. Aux États-Unis, là-bas, déjà les Blacks, ils se sentent américains. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, ils sont vraiment américains, alors qu'ici, dans les quartiers, les gens ne se sentent pas forcément français. Même ils ont peut-être un peu honte. Pour Fouad Sari, le système de recensement américain permet de lutter contre les discriminations sans tomber dans le communautarisme. Aux États-Unis, ils ont beaucoup recours aux statistiques ethniques et je peux vous dire que ceux qu'on a rencontrés sont très patriotes. Ils se sentent américains, mais avant toute chose. Et les résultats, en plus, sont probants. On voit le président, quand même, qui est Obama. Il y a le maire de Washington. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Appliquer des statistiques ethniques signifie recenser la population selon les origines géographiques, la couleur de peau, la religion. C'est notamment le cas en Grande-Bretagne. Ces données sont même publiées sur Internet, comme ici pour la ville de Barking, à l'est de Londres, une des plus métissées du pays. Blancs, noirs, pakistanais, musulmans, tous les habitants y sont classés par catégorie. Des quotas peuvent ensuite être appliqués dans les entreprises ou les services publics. Est-ce possible en France ? En théorie non, mais des dérogations sont possibles. Des chercheurs ont déjà mené des études sur la base de statistiques ethniques sous certaines conditions, l'anonymat, le volontariat et sous le contrôle de la Commission informatique et liberté. Y a-t-il des limites à ce système ? Il peut y avoir des excès. Aux États-Unis, on en est à 130 catégories et personne ne sait où cela va s'arrêter. Kamel Hamza, donc vous faisiez partie de ce voyage, vous rentrez des États-Unis, vous défendez donc les statistiques ethniques. Est-ce que finalement créer des fichiers qui classent les gens en fonction de leur race et de leur religion, est-ce que ça ne risque pas justement d'accentuer les communautarismes, la fracture sociale ? Aujourd'hui, il faut être honnête. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques qui sont faites à la fois par des chercheurs, on fait un classement. On fait un classement par ethnie, que ce soit par l'origine, qu'on soit français d'origine algérienne, qu'on soit français d'origine tunisienne, c'est quelque part des statistiques ethniques. Quand on regarde l'étude de Hugues Lagrange qui avait montré qu'il y avait un lien entre la délinquance et les origines ethniques, c'est de la statistique ethnique. En France, on a plutôt tendance à mettre de côté quand il s'agit de montrer des discriminations,
on a plutôt tendance à ne pas vouloir les regarder en face, la réalité, mais quand il s'agit de stigmatiser ou de dénoncer une réalité, on arrive à les trouver, ces statistiques ethniques. Beaucoup de gens l'ont fait. À l'UMP, en l'occurrence, parti auquel vous appartenez. À l'UMP peut-être, au PS aussi, mais surtout par des chercheurs, parfois par des ministères et aussi par des institutions. On voit très bien des bailleurs sociaux qui ont des statistiques ethniques sur l'appartenance dans certaines barres d'immeubles. Aujourd'hui, il serait important qu'on puisse sortir de cette hypocrisie. C'est hypocrite, voilà. Ouais. Voilà, je dis qu'il y a une grosse hypocrisie en France, c'est que tout le monde en fait, on le fait de manière en catimini, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces statistiques... Par exemple, quand Claude Guéant fait un lien entre l'immigration et la délinquance, il le fait à partir de statistiques ethniques. Il y a de l'ethnie. Quand on parle de nationalité, d'origine, c'est quelque part de l'ethnie. Donc vous dites finalement, il faudrait se servir de ces statistiques ethniques, non pas justement pour qu'il y ait encore plus de discrimination, plus de stigmatisation, mais au contraire s'en servir de manière positive. Vous savez, quand on montre du communautarisme, il faut appliquer des politiques qui permettent de faire de la mixité. Quand il y a de la discrimination, il faut faire des politiques pour corriger ces inégalités. Donc d'un côté comme de l'autre, il serait temps qu'on puisse regarder en face ces statistiques, qu'on puisse les analyser et puis pouvoir les corriger. Parce que quand on critique les États-Unis, un Afro-Américain, un Latino-Américain est fier de sa patrie, est patriote, comme ça a été dit dans votre reportage. Il se reconnaît américain, il accroche son drapeau à la porte de sa maison. Ça prouve qu'on peut reconnaître son origine et se sentir français ou américain, comme c'était le cas à Washington du 11 au 18 juillet. Benoît Normand, vous êtes contre les statistiques réagir juste sur ce point-là. Oui. Voilà. Effectivement, j'ai bien vu le sentiment d'appartenance exprimé par les Américains, mais il existe aussi en France l'enquête Trajectoire et Origine, qui part de la nationalité d'origine, a révélé, qui date de l'année dernière, qui a révélé que 89% des Français dont les deux parents sont immigrés se sentent français. Et quand il s'agit de couples mixtes, on est à 97%. Donc ce sentiment d'appartenance, il existe aussi en France. Mais sauf qu'on ne le voit pas parce que on est obnubilé par la présence des immigrés surconcentrés dans les quartiers de la petite ville, alors que je rappelle qu'il y a 2 millions d'immigrés ou d'enfants d'immigration dans les quartiers de la petite ville pour 11 500 000 immigrés ou d'enfants dont l'un des parents est immigré qui vivent en France, c'est-à-dire un Français sur 6. Et pour l'essentiel, ça passe très bien. Sauf que si on se concentre, si les médias ou les politiques se concentrent sur les seules politiques de la ville, eh bien, on ne verra que des difficultés. Benoît Normand, pourquoi vous êtes contre ? Alors, on est contre parce qu'on ne voit pas ce que la couleur de peau peut ajouter. Aujourd'hui, les statistiques se font à partir du lieu de naissance, des intéressés des parents, de la nationalité d'origine et celle des parents, voire du patronyme à défaut des autres données objectives. Et donc, ces statistiques, elles existent, mais elles n'intéressent pas beaucoup nos politiques, voire les médias. Lorsque Kamel Hamza citait Hugues Lagrange, eh bien, il participait. Lagrange, c'est un sociologue pour nos, qui a donné une très bonne interview aujourd'hui à l'Express. Exactement, à partir des nationalités d'origine et pas de la race. Bon. Et il a pu démontrer effectivement qu'il y avait, outre des difficultés sociales, des difficultés culturelles. Je voudrais rajouter un élément. Dit Hugues Lagrange. Hugues Lagrange dit on pourrait faire des statistiques ethniques, entre guillemets, donc pour voir quels sont les quartiers finalement qui auraient besoin d'une action politique. Oui. Voilà, donc pas faire des statistiques ethniques pour des quotas, mais s'en servir ensuite pour travailler dans les quartiers si on en difficulté. La couleur de peau, ça veut dire quoi ? On va dire, comme certains élus l'avaient fait, qu'il y a trop de Noirs dans l'équipe de France, qu'il y a, si on retient la religion, trop de Juifs dans les médias, ce genre d'horreur. Et ça, on n'en veut pas. Ce qu'on veut en revanche... Mais les statistiques ethniques permettraient, on peut voir aussi à l'inverse, les statistiques ethniques permettraient peut-être de voir plus de Noirs dans les entreprises. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi vu... À la condition de coupler ça avec les catégories sociales. Parce que la grande difficulté en France de l'immigration, c'est que les enfants de l'immigration sont pour 2/3 issus de familles dont les parents sont ouvriers ou employés, pour à peine 1/3 en population majoritaire. Donc vous voyez que le problème essentiel est un problème social avant d'être un problème racial, entre guillemets. Donc plutôt sur des critères socio-économiques, en fait. C'est comme ça qu'il faudrait surtout... Voire culturel par la nationalité d'origine. Alexandre Appalt, expliquez-nous ce qu'on entend par statistique ethnique. C'est justement intéressant. Je veux seulement évoquer 2 points que vous avez évoqués. Donc, vous avez dit, M. Guéant qui utilise ces statistiques, il était rappelé, il était corrigé par l'INSEE sur
la véracité de ces statistiques, ça me semble quand même important pour les téléspectateurs à savoir. Et si ça se passe très bien, ça dépend quand même là où on se place, je pense. Parce que vous dites que ça se passe très bien. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voient les portes de l'entreprise fermées, ont des difficultés d'accès à des postes à leur niveau. Et donc, on mélange beaucoup de choses dans ce débat. Statistique, ce qu'on veut faire, c'est mesurer d'une part les discriminations, mais d'autre part aussi le résultat de politiques qu'on peut mettre en place pour prévenir ces discriminations et pour promouvoir la diversité. Pour mesurer les résultats de ces politiques, il y a différents outils possibles. Il y a un outil possible qui se base donc sur l'origine de la personne, l'origine de ses parents et éventuellement de ses grands-parents. Ça, c'est une recommandation qui a été émise par une commission qui s'appelle le COMED, donc sur la mesure des discriminations et de la diversité en 2010, je pense, initiée par Yazid Sabek, et c'était François Héran, donc un expert sur ce sujet. Donc on regarde les grands-parents, ensuite l'origine des grands-parents. Parents de la personne, de l'ego, des parents et grands-parents. Autre possibilité qui est proposée là, c'est de dire, bon, il y a d'autres discriminations qui sont fondées sur la couleur de peau, sur une appartenance supposée à une culture, une religion, etc. Pourquoi ne pas mesurer en fonction de ça? Et donc il faut cocher, pardonnez-moi, mais pour être concrète, ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait cocher une coche pour savoir, berbère, voilà, je suis noire, je suis arabe, etc. C'est ça. C'est quand même un peu terrible, non? C'est très difficile, parce qu'en fait, et c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut pouvoir mettre en place des politiques qui sont efficaces et dont on peut mesurer le résultat. Comment on peut le mieux arriver à ce résultat-là? Et là où aujourd'hui on n'est pas encore clair, c'est que beaucoup de personnes concernées auraient beaucoup de mal à remplir un tel questionnaire. Moi, je le vois dans mon travail sur le terrain avec les personnes concernées, dans les entreprises, je vois difficilement de Français noirs très facilement cocher la case noire. Non, mais moi, j'entends tout ce qui est dit, je le comprends bien. Mais ce qu'on constate aux États-Unis, il faut être honnête, c'est que la statistique ethnique, c'est quelque chose qui marche. Quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous voyez une Afro-américaine, directrice d'un service, et un directeur adjoint qui est plutôt blanc. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas... Et un président des États-Unis qui est afro-américain. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu des statistiques ethniques, peut-être, Benoît Normand. Il n'y a toujours qu'un seul sénateur noir aux États-Unis. Mais il y a un président afro-américain quand même. Et des maires. La question des discriminations serait-elle réglée avec un président franco-algérien? Bien sûr que non. C'est un symbole fort, j'en conviens. Mais ça ne réglerait strictement rien. Non, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un débat. On a débattu de l'identité nationale, on a débattu de la laïcité. Pourquoi on ne pourrait pas débattre des statistiques ethniques? Est-ce qu'il faut réinventer? Des statistiques ethniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait... Alors, on fait donc ces fichiers, c'est un peu terrible à dire parce que ça rappelle de mauvais souvenirs. On ferait donc ces fichiers et à partir de là, on imposerait des quotas aux entreprises, aux administrations, dans les universités? Quand vous êtes un élu de terrain, un élu d'un quartier, vous vous rendez compte que de plus en plus de jeunes viennent vous voir pour vous demander un stage, pour vous demander un boulot. Il dit, j'ai un bac plus 5, j'ai fait des études, mais malheureusement, j'arrive pas à trouver un emploi. Et mine de rien, c'est pas qu'un problème social, c'est un problème parfois de couleur de peau, c'est un problème de religion, c'est un problème d'identité. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que ce soit au niveau de l'origine ou du patronyme, mais qu'on commence quelque chose. Ça fait tellement longtemps que ce débat est lancé, ça fait tellement longtemps qu'on parle de ces statistiques, on les appelle statistiques nationales ou je ne sais pas, mais qu'on commence quelque chose parce que à force de nier, à force de dire que tout va bien, on voit de plus en plus de jeunes siffler la Marseillaise, et quand vous allez à des mariages en banlieue, souvent ces jeunes brandissent le drapeau de leur pays d'origine et pas forcément le drapeau français. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'élu, c'est qu'on puisse se sentir tous dans ce pays français et relancer un peu cette idée de patriotisme, parce que réconciliation nationale, pour nous, ça veut dire quelque chose. Benoît Normand, quand vous entendez justement ce jeune qui est élu, qui va à la rencontre de ces citoyens dans des banlieues qui ont des diplômes, des bacs plus 5, mais sous prétexte qui sont d'origine maghrébine ou qui sont noirs ou arabes, qui ne trouvent pas de travail. Non, mais attendez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de discrimination. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre les discriminations, d'ailleurs. Oui, mais pour l'instant, rien n'a été fait, ça n'avance pas. Rien n'a été fait. Je me souviens, pour y avoir participé auprès de Jean-Louis Borloo, de la création de la HALD. Ça traite quand même 10 000 cas de discrimination, ce qui n'est pas tout à fait rien par an.
réels ou supposés, dont 3000 à raison des origines, puisque c'était la principale catégorie. Alexandra Palt fait une petite moue quand elle parle de la Halle pour laquelle elle a travaillé entre 2006 et 2008. La discrimination, c'est un délit et ça se sanctionne. Bon. En même temps, je ne vois pas en quoi des statistiques sur l'origine raciale va permettre de réduire les discriminations, à moins de faire des quotas. Mais à ce moment-là, alors ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, ils l'ont abandonné. Ça ne marche pas. Bon, d'abord parce que les catégories sont extrêmement nombreuses. Bon, alors il y a des difficultés, mais on y reviendra quand on verra le modèle français. Il y a des difficultés juridiques, il y a des difficultés historiques que vous avez évoquées en disant que c'est un triste souvenir qui remonte aux années 30. Finalement, on n'a pas la même histoire aussi que les États-Unis. On va en parler tout à l'heure avec Daniel Sabaga. L'immigration est récente, alors que le problème noir est un problème qui datait de 3 siècles aux États-Unis. Il y avait aussi une logique différente, c'est qu'il y avait une logique de réparation aux États-Unis. Vous savez, il y avait des lois raciales de ségrégation, comme il y avait des lois d'apartheid en Afrique du Sud, ou des lois sur le régime des castes en Inde. Et à ce moment-là, on a pris des lois pour compenser sur la même base. Ça, c'est logique, mais on n'a pas du tout la même histoire. On nous parle de problèmes d'histoire, mais quand on regarde la représentation de l'Assemblée nationale dans les années de Gaulle, il y avait plus de Maghrébins députés qu'aujourd'hui. Donc, il serait quand même temps qu'on puisse se dire ce qui marchait dans les années 60, pourquoi ça ne marche pas dans les années 2011 ? Qu'on arrête de nous relancer toujours cette question d'histoire, je veux bien. Je sais que les fichiers, on est contre les fichages, on les dénonce, mais quelque part, il serait temps qu'on puisse commencer quelque chose. On n'est pas des partisans de la race. Les statistiques ethniques, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi l'étape d'après ? C'est de pouvoir trouver, vous savez, quand vous êtes malade, il faut un diagnostic. Il faut trouver pourquoi. Et après, vous savez, il y a 2 solutions. Soit on dit, vous êtes malade, attendez avec le temps, vous allez guérir, vous pouvez en mourir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Oui, alors, une fois qu'on a fait le diagnostic, et ça, on l'a tous fait, le diagnostic, on voit bien qu'il y a quand même un problème d'intégration en France, qu'il y a des discriminations. Ça, tout le monde est d'accord pour ce diagnostic. Alors, on fait ce diagnostic, OK, avec des statistiques ethniques, mais après, c'est quoi ? Aux États-Unis, ils ont lancé sur un temps, ils ont lancé des politiques de correction. Vous savez, la loi SRU, on a donné aux maires une possibilité de mettre 20% de logements sociaux. On leur a laissé du temps pour pouvoir le mettre en place. Regardez la réalité d'une ville. Parfois, certains avaient du foncier, d'autres n'en avaient pas. On leur a laissé le temps. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse regarder, faire le diagnostic, et puis on se dise, dans 5 ans, 6 ans, faisons 10% de Français d'origine étrangère dans les entreprises, dans les administrations. Le but, c'est quoi ? C'est qu'on puisse se laisser du temps pour pouvoir expliquer, sensibiliser et faire en sorte que ces statistiques ethniques ou ces quotas qui font peur, que ce soit accepté par tous. Et je crois que ça, il faut du temps. Rapidement, parce qu'après on fait une pause. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a rien fait, c'est que ce qui est fait n'est pas évalué. Et c'est pas évalué parce qu'on n'a pas des outils de mesure. Et donc c'est là l'enjeu. Aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC 40 ont des politiques de diversité. Les instances publiques aussi en grande partie. Mais tant qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut pas se fixer des objectifs, on ne peut pas savoir comment ça marche. Aujourd'hui, on met en place une politique, c'était longtemps la théorie en France, on dit on met en place une politique d'égalité de chance, on dit on ne va pas discriminer et la situation est réglée. Non, je mets en place une politique, il faut que je puisse l'évaluer. Et ça, aujourd'hui, ces outils d'évaluation font défaut. Donc, il faut sortir de ce débat. On va arriver au quota, parce que c'est exactement ça ce qui se passe depuis 10 ans. Et les médias soutiennent ça très fortement et les politiques. Non, il y a autre chose à faire avec un outil de mesure que de quota et la discrimination positive. Et donc, il faut sortir de ce faux débat. Ça, c'est très, très important, parce que ça provoque trop de réactions émotionnelles en France aujourd'hui, de pour ou de contre, ce qui fait qu'on n'avance pas sur la question. Alors on va faire une pause, on va se retrouver dans la deuxième partie du débat avec cette question ce soir. Faut-il mettre en place des statistiques ethniques pour lutter contre les discriminations en France ? Le modèle américain avec l'Affirmative Action est-il un bon modèle et surtout est-il transposable en France ? On va en parler avec nos invités, notamment avec Daniel Sabaga qui va nous rejoindre, qui est le spécialiste de l'Affirmative Action aux séries. À tout de suite.